Merci beaucoup, bonjour à tous. Les applaudissements peut-être à la fin, si je les mérite, hein, on verra. Ce sera à vous d'en juger. Merci beaucoup, merci de m'accueillir. Merci aux organisateurs encore en régie pour leur invitation aujourd'hui. Je suis très honoré d'être là. Je me demande un peu d'ailleurs pourquoi j'ai été invité. Je dois avouer que mon passé de développeur est très lointain. Ça fait très longtemps que je n'ai pas touché des API. Ma carrière développeur n'a pas été ni très longue, ni très exceptionnelle, je dois bien l'avouer. Je me suis dit, mais moi je vais parler de choses techniques liées aux API, de quoi je vais bien pouvoir leur parler aujourd'hui. Puis je me suis dit que j'allais commencer avec quelque chose d'intéressant. J'ai reçu une étude de Gartner. Vous connaissez ces études qui s'appellent le Hype Cycle de Gartner? Ça vous parle? Ouais. D'accord. Il y en a une sur les API. Je ne sais pas si vous l'avez vu, la dernière sur les API. Vous l'avez eu? Alors déjà, vous savez comment ça se matérialise, la Hype Cycle de Gartner? Bon, ça commence, vous avez une innovation, d'accord. Et puis, il y a une grande courbe qui monte très vite. Ça, c'est quoi? Ce sont les attentes démesurées pour cette innovation. On se dit, waouh, c'est génial ce nouveau truc qui vient d'arriver, c'est exceptionnel, c'est formidable. Et puis juste après, donc ça s'appelle le pic des attentes démesurées. Puis juste après, poum, ça retombe. Ça, c'est quoi? C'est le creux des désillusions. En fait, ouais, c'est pas si simple, c'est pas si extraordinaire, il va falloir attendre un peu pour que ça fonctionne bien. Et puis après, la pente remonte, et là, ça s'appelle la pente de l'illumination. Ça y est, on a fait face aux attentes démesurées, on a fait face aux désillusions, on est illuminé. Et puis après, on atteint le plateau de productivité. Et donc sur ce graphe, les API Open Banking sont au stade de l'illumination. Voilà. Donc je suis donc illuminé devant vous, et je me suis dit que j'allais parler ça, et j'allais vous dire qu'est-ce que ça fait d'être illuminé, et qu'est-ce qu'on voit là quand on est illuminé. Ça va, c'est pas trop mégalomaniaque. Puis je me suis dit aussi, avant de demander à une intelligence artificielle de me faire ce discours d'introduction, comme tout le monde, je me suis dit que j'allais quand même regarder la personne qui m'avait précédé. L'an dernier, ici, pour les nombreuses personnes qui étaient là l'année dernière, vous avez vu, c'était Gilles Babinet qui était là l'année dernière. Vous connaissez Gilles Babinet, qui à l'époque était président du Conseil national du numérique. Et de quoi il a parlé? Alors déjà, pression, parce que c'est du costaud, il est beau gosse, il est hyper fort, il parle hyper bien. Mais au-delà de ça, il a mentionné deux choses que j'ai trouvées vraiment super intéressantes. D'une part, il a parlé de la dimension politique des API. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, je ferai un court rappel. Et d'autre part, il a parlé du côté évidemment hyper imbriqué des acteurs autour de ces API. Ça paraît un peu plus évident. Ces API donc politiques, qui peuvent naître d'exigences de pouvoir public. Il a donné comme exemple des API qui vont servir à mesurer l'empreinte carbone de produits qui rentrent sur le territoire européen et qui du coup pourraient être taxés de cette façon. Ça ne tient que si tout le monde joue le jeu. Et ça, c'est aussi ça dont j'aimerais parler, ce lien, et de ce qui va relier tous les acteurs autour des API. Parce que c'est bien beau de développer des API et que ça fonctionne techniquement, mais pour que ça fonctionne vraiment, pour que ça ait un impact, il faut autre chose, et j'aimerais parler de ces liens que ça crée. En tous les cas, ce qu'a dit Gilles l'année dernière, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché parce que quand je suis arrivé chez Bridge il y a 1 an et demi, je me suis pris ça de plein fouet, le côté interconnecté et le côté politique. Pour petit rappel, Bridge, c'est un pionnier et un leader de l'open banking. Pour ceux qui ne connaissent pas bien l'open banking, c'est l'open data appliqué aux banques. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, à l'origine, l'Europe a décidé de promouvoir 3 choses. Premièrement, vous voulez baisser les prix, notamment sur tout ce qui est paiement. Ça, quand vous travaillez dans l'e-commerce, ceux d'entre vous qui travaillent dans l'e-commerce, c'est pas mal de baisser les prix là-dessus. La deuxième chose, c'était d'apporter plus d'innovation, en se disant que les gros acteurs aujourd'hui bancaires n'étaient pas forcément incentivés à amener beaucoup d'innovation sur le marché. Et puis la troisième chose, qui vous paraît plus évident, on parlait de sécurité tout à l'heure, c'est la souveraineté. Alors, il y a quelques années, ce n'était pas forcément si important. Au-delà des enjeux bassement politiques, comme on a pu le voir il y a quelques jours,
il y a un vrai enjeu de souveraineté, et ça s'est rappelé à nous, d'une part avec le Covid, et puis d'autre part avec la guerre en Ukraine. On s'est vu que c'était important finalement d'avoir une certaine maîtrise de certaines plateformes technologiques ou de production, par exemple quand on parle de composants électroniques. Donc l'Europe décide que l'open banking allait devenir une réalité. Et donc, vous en avez entendu parler, la fameuse DSP, DSP2 et bientôt DSP3, qui oblige les banques à fournir des API gratuitement à des acteurs qui auront montré évidemment patte blanche pour pouvoir les utiliser. Ces API permettent deux choses principales: d'accéder aux transactions des comptes bancaires, l'ensemble des transactions, et d'autre part à initier des virements, d'où la dimension paiement. Alors les applications sont nombreuses, on les voit beaucoup dans la compta-tech, comment les néo-comptables, la pré-compta de ce monde ne va plus embêter ses clients en leur demandant le relevé bancaire et connecte directement les banques. Et puis le paiement par initiation de virement qui permet finalement de créer un virement depuis un environnement tiers sans avoir à créer de bénéficiaire à l'avance et puis finalement pour un prix très modique, puisque c'est la même chose qu'un virement finalement. Très bien, on est content. Seulement voilà. Dans l'open banking, on trouve à la base des API fournies par les banques, dont la seule raison d'être initiale est politique. Bonne politique, mauvaise politique, peu importe. C'est politique. Avant d'être business. Avant d'être customer-centric. Qui dit politique avant d'être business, dit pas de business model. Qui dit pas de business model, dit pas de sous. Qui dit pas de sous, dit pas de qualité. Je résume un peu. Donc on pourrait presque imaginer qu'au départ, nos amis les banques auraient pu, avec un peu d'imagination, se dire « Bon, on n'est pas payé pour ça, on n'a pas d'incentive, ça ne nous rapporte rien, on va faire un truc à la petite semaine, et puis du coup ça marchera moyen, et puis ce truc va mourir comme la plupart des politiques européennes. » On peut imaginer quelque chose comme ça en étant un peu parano-médisant. Et on peut le résumer, le fait qu'il n'y ait pas de business model à la base, sur un message qui serait « pas de bras, pas de chocolat ». C'est plus simple. Seulement voilà, Gilles Babinet parlait d'un ancien monde et d'un nouveau monde. Dans ce nouveau monde des API, lorsque vous proposez un API et que vous le mettez à disposition, il y a des gens qui vont commencer à l'utiliser. Et quand les gens commencent à l'utiliser, un lien est créé. Et on va au-delà du lien technique. Et là, je vais reboucler ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est à partir du moment où on interconnecte, il y a des responsabilités. Il y a un lien. Et un lien, ça s'entretient. Si on ne l'entretient pas, il pourrit. Et s'il pourrit, tout le monde perd. Donc, qu'on le veuille ou non, ces API Open Banking ont lié les banques à des utilisateurs. Parfois même, souvent même, leurs clients, leurs propres clients, mais différemment. Dans ce monde interconnecté, lorsque l'un des acteurs ne joue pas le jeu, tout le monde perd. Tout le monde perd. Alors forcément, quand on crée quelque chose comme ça, il y en a qui se disent nous, on met beaucoup, on ne touche rien. C'est souvent ça d'ailleurs. Les premiers qui se lancent là-dedans investissent beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent, beaucoup de jours hommes pour pas de retour. Comme on l'a vu, notamment pour les banques, pas de modèle à la base. Donc ça, forcément, c'est problématique. Je vous rassure, on parle bien d'API, là, on n'est pas en débrief des élections européennes de dimanche dernier. Mais ce qui est intéressant, pour revenir aux API bancaires, c'est que ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train, les banques sont en train de réaliser que des liens ont été créés, malgré elles, avec leurs propres clients, mais différemment. C'est-à-dire que si vous êtes client d'outils de comptabilité, que vous avez relié votre compte bancaire via un acteur comme Bridge, utilisant les API Open Banking, pour vous, votre outil de compta est relié à votre banque. Point. Jusqu'à récemment, on se disait ça marche. Si ça ne marche pas, c'est la faute de Bridge, c'est la faute des acteurs d'Open Banking. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, les clients disent, si ça ne marche pas, j'appelle ma banque. Le problème, c'est la banque. Et là, on reboucle sur le lien qui a été créé.
Dans cette voie de l'illumination, quand on a passé le côté innovation et c'est la personne qui amène l'innovation qui est fautive quand ça ne marche pas, on est sur l'illumination, les gens ont compris. Ils ont compris que c'était un nouveau lien avec leur banque et que quand ça ne marchait pas, c'était la faute de la banque. Donc ça change un peu le rapport de force. Et ça, ce lien, dans ce monde interconnecté, il faut penser au-delà de la technologie, évidemment, il faut penser lien. Et les attentes vont changer. À partir du moment où vous mettez un API en ligne, ça va créer des liens, que vous le vouliez ou non, et que vous le vouliez ou non, vous serez tenu pour responsable de la qualité de la maintenance de ce lien. Alors on pourrait embrayer en disant oui, d'accord, alors les API fournis par les banques marchent moyennement, la DSP3, pour ceux qui sont un peu dans le sujet, va arriver, ça va améliorer les choses, peut-être, mais plutôt que d'avoir une discussion technique sur les API, sur le DSP3, moi j'aimerais continuer sur la notion de lien. Le lien est fondamental. Tout le monde doit jouer le jeu, et parfois il faut donner un peu plus qu'on ne reçoit au démarrage. Ça, c'est clair. Maintenant, si on se place du côté des banques, on a dit pas de bras, pas de chocolat, on peut complètement comprendre cette position qui est tout à fait légitime. La banque, à l'origine, c'est quand même un coffre-fort. On est content que la banque soit hyper solide et que personne ne vienne la braquer et que notre argent soit bien dans les banques et qu'on soit sûr que l'argent il sera encore demain. Hein ? On aime bien taper sur les banques, mais enfin, on a quand même confiance dans le fait que l'argent sera là demain. On est d'accord. Quand on parle d'API, et qu'on se dit que de plus en plus, le sens de l'histoire, c'est que la banque va se consommer par API. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la banque va être ouverte aux 4 vents. Fondamentalement, c'est un changement radical de conception de la banque. Ça va au-delà juste de la technologie. Ça va dans la façon de la penser. C'est un changement extrêmement fort. Donc on peut comprendre que ça ne se fasse pas non plus du jour au lendemain. Ce qu'on disait, c'est que la banque, elle est perçue comme étant très solide. Comment sont perçus les API ? Très ouverts, formidables, sécurisés, je sais qu'il va y avoir des ateliers là-dessus. Comment est-ce qu'on rendrait ces API solides ? Est-ce que c'est le bon terme ? Alors j'aimerais vous offrir une autre perception qui vient de Nassim Taleb, pour ceux qui connaissent, qui a écrit la trilogie Signe noir, Antifragile et Skin in the Game, je ne sais plus le titre en français, que je vous invite à lire, qui est formidable. Et comment est-ce qu'il prend le problème ? Il dit, si vous avez un verre que vous laissez tomber, il y a de fortes chances qu'il se brise. Et là, vous voyez, vous faites l'expérience de la fragilité d'un verre. Si vous le lâchez et qu'il ne se brise pas, il est resté dans son état normal, vous dites, il est assez solide, il est resté tel quel. Mais on n'est pas à l'opposé de la fragilité. L'opposé de la fragilité, c'est que je le laisse tomber, et quand je le ramasse, il est encore plus solide qu'il n'était avant de tomber. La version diamétralement opposée de la fragilité. Et il appelle ça l'antifragilité. Pour vous donner un exemple dont il parle dans son bouquin, il parle du système immunitaire. Un système immunitaire qui n'est jamais attaqué, qui ne faiblit jamais, du coup, il finit par dépérir, il ne sert plus à rien. Il ne vous protégera plus. C'est lorsqu'il est attaqué qu'il devient plus fort. Principe du vaccin, d'ailleurs. D'accord ? Comment est-ce que vous, et c'est le défi que je vous lance aujourd'hui, comment est-ce que vous allez penser les API demain pour créer un monde à la fois interconnecté, mais surtout antifragile ? Donc, tisser des liens, ça paraît évident. On est responsable de ces liens. L'un des défis que je vous donne aujourd'hui, c'est comment on fait pour créer un monde interconnecté et antifragile, pas interconnecté et plus fragile. Parce que tout le monde ne jouera pas forcément le jeu. C'est difficile à garantir. Cet événement France API, il est génial. Je ne dis pas ça parce qu'ils m'ont invité. Vous le savez parce que vous êtes là. Mais il est génial parce que justement, la plupart des interventions que vous allez voir aujourd'hui, elles vont présenter des facettes nombreuses de comment on va cultiver ce lien, comment on va renforcer le sentiment de sécurité, le sentiment de confiance. Comment vous allez utiliser ça pour le lien et l'antifragilité. Et puis, pour terminer, il y a très longtemps, avant même de commencer à développer un peu, j'ai étudié un peu la psychologie. Et il y a un truc qui m'avait fasciné. Vous savez que l'esprit, l'état d'esprit influe sur votre état physique. Ça vous paraît évident aujourd'hui, très bien. Vous êtes déprimé, vous n'aurez plus de force, vous allez être complètement sans énergie, avoir du mal à vous lever de votre lit.
Donc qu'est-ce que va faire votre psy ou votre médecin quand vous avez un petit coup de mou? Il va vous dire « allez faire du sport ». Pourquoi? Parce que votre corps va se dire « ouh là 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 là, je suis en train de faire du sport, il y a de l'énergie, donc c'est que je ne suis pas déprimé ». En fait, cette relation corps-esprit fonctionne dans les deux sens. Donc vous pouvez duper le cerveau via votre corps, via le monde sensible. Ça fonctionne dans les deux cas. Votre état de conscience influe sur votre corps, et à l'inverse, votre corps influe sur votre état de conscience. Pourquoi c'est important? Alors moi déjà ça m'a étonné, hein. On peut tromper son cerveau. Mais pourquoi c'est intéressant? Parce que si le point de départ de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que beaucoup de choses sur les API sont politiques. C'est notre conception d'un monde interconnecté, de libre-échange, etc. C'est ça qui influence les API. Vous pouvez vous dire que la façon dont vous allez créer, dont vous allez implémenter les API, peut influencer la conception du monde et la politique. Ça marche dans les deux sens. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais que vous fassiez, avec tous les ateliers que vous allez faire, je vous donne des missions de dingue, c'est 1, rendre le monde plus antifragile, et 2, changer le monde par vos API, changer les politiques. Vous en avez complètement le pouvoir. Pas de pression. Hein. Sur ce, je vous souhaite un formidable France API 2024 et j'espère vous retrouver tout à l'heure dehors. Merci beaucoup.